Ok, super. Bonjour à toutes et tous. Merci de vous rendre disponible pour cette présentation sur les tendances 2025 pour la relation client. On est présent avec Dinmo pour pouvoir, pendant ces 45 prochaines minutes, pour pouvoir vous présenter les différentes tendances qu'on observe en ce moment et vous présenter 2 cas d'usage, 2 retours d'expérience, chacun de notre côté. Avant de commencer, alors je ne sais pas si Oussama est là déjà. Est-ce que tu m'entends? On est en train de régler faire les derniers réglages techniques. Merci Axel. Merci Fabien. Je vois qu'il y a du monde. Bon, Oussama, tu me dis, ok, je commence. Donc, juste avant de commencer, petite présentation de Cartelis et Dinmo. Cartelis, on a un cabinet de conseil. Ça fait 10 ans qu'on existe et on est des experts de la data et du CRM. On est un acteur agnostique et expert sur l'aide au choix d'outils, les architectures CRM et data et toutes les problématiques associées à la relation client. Je laisserai Oussama présenter Dinmo, mais Dinmo est aujourd'hui a le vent en poupe dans l'écosystème des Customer Data Platform et des éditeurs de logiciels de Customer Data Platform parce qu'ils ont une technologie qui s'appelle une technologie de Composable CDP. Et je n'ai plus les slides, Oussama. Ah, super. Et du coup, je veux bien que vous passiez à la slide juste après. Comme ça, on va pouvoir rentrer tout de suite dans le détail des tendances 2025. Nous, aujourd'hui, ce qu'on observe, ce sont des tendances qui sont assez récurrentes et qui existent depuis plusieurs années aujourd'hui, mais on observe une véritable accélération et notamment ces accélérations, elles sont liées aux nouvelles technologies qui émergent. Les consommateurs sont cross-canaux. On voit de plus en plus de canaux, de plus en plus de touchpoints différents. Alors, on peut penser à TikTok, mais on peut aussi penser à WhatsApp, on peut penser à des plateformes plus récentes comme Discord. Slide précédente, s'il te plaît, Anouk. On voit que les consommateurs sont également sensibles à leur empreinte ESG. Et les clients sont de plus en plus regardants sur ces éléments-là. Je pense à Yuka notamment qui est très utilisé par les consommateurs aujourd'hui. Beaucoup plus de frugalité dans les comportements d'achat et tout ça est en parallèle de différents challenges qu'on observe également. On voit que la réglementation, elle se durcit. Elle limite de plus en plus les opportunités liées aux données tierces, que ce soit le régulateur, mais aussi les GAFA qui réduisent les opportunités autour de l'usage des données tierces. Les technologies ouvrent de nouveaux champs des possibles. On ne peut pas parler de tendances de marketing relationnel sans parler de GenAI, de ChatGPT, de DeepSeek. Ça change la donne et notamment sur l'acquisition de consommateurs et sur les engagements possibles. Et par ailleurs, on voit effectivement des nouvelles technomédias et des nouveaux touchpoints qui émergent, toutes les technologies de retail média qui notamment permettent de nouvelles capacités de communication. Et si on passe à la suite, ce que l'on observe, quelques chiffres. En fait, on observe plusieurs défis. Le premier, c'est l'hyperpersonnalisation. Elle s'étend de plus en plus. 67% des consommateurs s'attendent à des communications personnalisées. Aujourd'hui, avec les technologies et notamment avec la GenAI, on voit des nouvelles opportunités de communication qui sont beaucoup plus,
qui vont faciliter les personnalisations. C'était souvent un bloqueur, la personnalisation des communications. Aujourd'hui, avec les technologies qu'on appelle de type liquid content, mais aussi la capacité à faire du contenu en live et de manière ultra personnalisée, ça va débloquer beaucoup de nouveaux usages. La connaissance client 360, on observe chez nos clients, mais on n'est pas les seuls. Le BCG, notamment l'a rédigé. On observe de l'uplift sur les campagnes marketing personnalisées, scénarisées, multi-touchpoint. On voit également que le commerce conversationnel et l'engagement instantané, ça change vraiment la donne. ChatGPT en premier. Si on regarde les 16-24 ans, la majorité des 16-24 ans estiment que les résultats de ChatGPT sont supérieurs à Google Search. Et en fait, ça devient un vrai canal d'acquisition aujourd'hui pour les marques. Et du coup, il ne faut pas le mettre de côté. Les expériences omnicanales également. On voit des chatbots sur Messenger, on voit des achats sur téléphone en magasin. Si on parle du secteur des cosmétiques, tous développent des virtual try-on et des beauty advisors qui sont augmentés. Et enfin, les nouveaux touchpoints, Discord, WhatsApp, les wallets qui ouvrent également de nouvelles opportunités. Ce sont des éléments à ne pas négliger pour pouvoir assurer une communication cohérente et consistante auprès des différents consommateurs. Bonjour Oussama. Tu n'as toujours pas de son. Non, je ne t'entends pas. Est-ce que maintenant tu m'entends? Ouais, très bien. Bah, super. Désolé pour pour avoir raté l'intro. Il fallait que je rentre sur le stage alors que je suis organisateur. Donc, je viens de découvrir ça. Bonjour à tous et juste une petite question du coup pour rebondir sur ce que tu disais, Alexandre. On se pose toujours la question en fait, c'est quoi le trait commun entre ces différentes tendances? On va amorcer du coup la suite. Effectivement. Voilà. En fait, le point commun à tous ces défis, c'est la donnée. Sans données, on ne peut pas adresser ces différentes tendances. Et c'est vraiment aujourd'hui la maîtrise de la donnée qui est une évidence pour pouvoir justement mieux communiquer, mieux adresser les consommateurs, qu'ils soient prospects ou clients. Ok, mais du coup, comment le faire? Donc, effectivement, alors, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Dynamo, c'est un éditeur de logiciels qui édite des Customer Data Platform qu'on appelle Composable. Je laisserai Oussama présenter sa solution. Et aujourd'hui, ces Customer Data Platform, effectivement, reviennent beaucoup comme une grosse tendance marché pour pouvoir mieux maîtriser la donnée. Alors, effectivement, on se pose la question souvent, quand on parle avec nos clients, on nous demande souvent c'est quoi votre définition de la CDP? Et on peut en avoir plusieurs. On peut parler de la définition de Gartner, mais je pense que ce qui est important, c'est en fait, à quoi ça sert. Et nous, ce qu'on voit de manière assez systématique dans les usages des CDP, c'est des besoins d'unification de données clients, souvent pour des clients qui ont des problématiques à la fois online et offline, typiquement du retail. On voit également des marques qui veulent mieux personnaliser leur communication et leur manière d'adresser les consommateurs. Et du coup, effectivement, on développe des segments RFM, on développe des segments autour des 3 R, du loyalty, des prédictions anti-attrition et également des prédictions sur l'évolution du panier moyen. Il y a un usage également autour de la réglementation. Le GDPR, les CDP permettent, une fois qu'on a unifié la donnée, de mieux comprendre et mieux, du coup, appliquer les règles RGPD. Et enfin, pour mieux activer les données et optimiser le ROI marketing. Oussama, tu voulais peut-être dire… Non, c'est juste pour rebondir en fait ce que tu disais. On aime bien aussi de le présenter de cette façon-là, unifier tous les touchpoints en fait de l'utilisateur, que ce soit online, offline, l'interaction avec n'importe quel asset des clients. Pour une fois qu'on a unifié toutes ces données, que ça construit ce qu'on appelle une Customer 360, ça permet de mieux gérer le RGPD parce que cette
Customer 360, on est capable de la connecter sur les différents canaux qui nous permettent de communiquer avec les clients. Comme ça, on s'assure justement d'être capable d'appliquer une segmentation sur tous les leviers, de faire des programmes d'anti-churn, de piloter toute l'activité en s'assurant que c'est alimenté par la même source qui est la CDP. Donc, si deux fonctionnalités principalement, c'est un peu le data management, la capacité à construire cette Customer 360 et après la partie exploitation, c'est-à-dire est-ce que je suis capable d'apporter cette Customer 360 dans tous les outils que j'utilise pour communiquer avec mes clients. Est-ce que tu es d'accord avec la définition, Alexandre? Ouais, complètement aligné. Parfait. Et je pense en fait, là sur la slide d'après, c'est quand on parle en fait de l'écosystème, et c'est vraiment, enfin, on reçoit un peu la même chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur, on nous demande, nous aussi même en fait, on est un éditeur de logiciels CDP, et on nous demande tout le temps, mais qu'est-ce que vous faites vous en tant que CDP? Parce que comme tu le disais, il y a certes la définition de Gartner, mais ce qu'on observe sur le marché, et je pense que là dans le conseil vous le voyez beaucoup plus que nous, c'est il y a plusieurs catégories. Je ne sais pas si ce que tu retiens, Alexandre, en fait, en regardant, enfin, avec le recul que tu as sur les plusieurs clients, sur l'état du marché aujourd'hui, Ouais. avec les acteurs qu'on voit sur la slide. En fait, la CDP, c'est une tellement grosse tendance que beaucoup d'éditeurs logiciels s'orientent vers le terme CDP et ajoutent des fonctionnalités pour permettre justement de mieux unifier la donnée. Et si je veux faire une synthèse rapide, c'est aujourd'hui, il y a des acteurs, beaucoup qui viennent du digital, qui étaient souvent des tag managers, qui aujourd'hui deviennent des CDP. Je pense à Tilium. Il y a forcément de l'autre côté je vois qu'il y a une question. Il y a forcément de l'autre côté des grands acteurs, les écosystèmes, les all-in-one, les écosystèmes MarTech intégrés, typiquement Salesforce qui intègre des fonctionnalités CDP et Oracle, Adobe également. Et après, il va y avoir deux typologies d'acteurs, beaucoup d'acteurs qui sont autour de la gestion de la donnée et des acteurs issus du cloud. Mais effectivement, c'est très dur de comprendre solution par solution quels sont les atouts et les fonctionnalités qui sont disponibles. C'est vrai que Xavier pose une des questions qui revient tout le temps, et on la voit, donc cette confusion entre le CRM et la CDP, parce qu'on se dit au final, bon, un CRM, ça stocke de la donnée client, ça me donne une certaine vision, et ça me permet également d'activer, d'aller en fait parler à mes clients. Du coup, la question qui se revient, je ne sais pas comment vous répondez chez Cartilis, Alexandre, à cette question, de la différence qu'on peut avoir entre une CDP et un CRM. Dans un CRM, globalement, on va avoir, pareil en simplifiant, on va avoir deux typologies de CRM, des CRM très marketing et des CRM très sales. Les CRM marketing permettent effectivement de faire des campagnes d'activation marketing, et les CRM sales vont permettre justement aux développeurs et aux équipes sales de piloter leurs actions de vente et leur funnel. Le vrai sujet autour des CDP, c'est l'unification de la donnée, et notamment en fait, quand il y a beaucoup de sources différentes autour justement d'un golden record, d'un consumer best record, d'un identifiant unique. Et c'est la vraie force des CDP, c'est pouvoir unifier cette donnée-là autour d'un seul consommateur, avec des règles qui potentiellement sont très poussées. Et après, derrière, on pourra utiliser un CRM pour pouvoir envoyer cette information consolidée. C'est la vraie différence. Je suis totalement d'accord. Et je pense qu'en fait, ça va être encore plus clair maintenant qu'on passe sur les différents cas d'usage. On va en présenter deux. Donc, une première approche déployée par Cartilis chez un de leurs clients, et ensuite une autre approche avec un de nos clients chez Dilmo, pour voir aussi comment le projet CDP est géré dans deux contextes différents, et avec deux approches sont similaires dans l'esprit, mais au final, l'implémentation n'est pas forcément similaire. Et je te laisse du coup, Alexandre. Oui, donc on va vous présenter deux cas. Estée Lauder Companies, qui est le cas d'une implémentation d'une CDP sur mesure, et les Galeries Lafayette, que Dilmo a eu l'opportunité justement de déployer. Ce que l'on voit effectivement comme point commun entre les deux projets, c'est que effectivement,
quand on regarde les fonctionnalités des éditeurs de logiciels, souvent, il y a une myriade de capacités et d'usages possibles. Et en fait, dans l'approche de ces deux projets-là, ce qui a été important, c'est de justement commencer par les cas d'usage, par la définition des usages qui sont nécessaires. Alors, je veux bien qu'on aille sur la diapo suivante. Estée Lauder, en 2 mots, c'est le troisième acteur des cosmétiques dans le monde. Il génère en 2024 plus de 15 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est beaucoup de marques différentes. Je pense à Estée Lauder, bien sûr, mais aussi à MAC, Bobbi, Brown, Jo Malone, Le Labo, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différentes marques. Et en ce qui concerne le projet CDP au sein d'Estée Lauder, il y a eu plusieurs partis pris. Slide suivante. Le premier, effectivement, c'est de se focaliser sur les usages qui étaient importants pour les équipes, et notamment pour les équipes CRM, et ne pas forcément adresser l'intégralité des usages possibles pour une CDP. Typiquement, collecter de la donnée très, très, très granulaire analytics, se connecter au retail média ou se connecter au paid média. Le premier usage autour de la CDP a été effectivement de se focaliser sur le marketing automation et la segmentation et l'unification des données online et offline des différents clients. Du coup, ce projet se concentre sur la réalisation de ce qu'on appelle un Golden Record ou un Consumer Best Record qui va permettre justement aux différentes marques d'avoir une donnée qui est consolidée des consommateurs, des clients, des prospects qui interagissent avec les marques. Le deuxième parti pris, c'est que cette approche, elle est sur mesure, elle est réalisée elle est réalisée sur le data warehouse d'Estée Lauder, sur des technologies Azure et Databricks, sans passer par un éditeur de logiciels. C'est possible. Et ce parti pris permet justement d'avoir une liberté dans la réalisation justement des règles d'unification de la donnée client et aussi sur la maîtrise de la donnée client. Une question là-dessus, Alexandre, ça m'intéresse d'avoir comment ça s'est passé le projet. Au moment où il y a eu l'idée de commencer ce projet CDP, est-ce qu'il y avait déjà en fait un socle de données disponible qui probablement était utilisé pour la BI sur une partie où on a fait l'extension pour l'exploiter dans la CDP pour l'activation et notamment pour le cas d'usage marketing automation? Alors, je parle sous le contrôle de mes clients qui sont présents. Oui, il y avait des briques. Oui, il y a des briques, mais la plupart des briques, et le point clé, c'est que d'un côté, il y a des briques qui viennent du monde online, des sites web, et de l'autre côté, il y a des briques qui viennent du monde du retail, les fameux POS. Oui. Et le vrai challenge, c'est la bonne unification de ces deux mondes de données. Et c'est toute la force et toute la valeur ajoutée d'un programme de type Customer Data Platform. Et du coup, sur cette base-là, effectivement, l'objectif a été d'activer ces informations-là sur les outils de marketing automation comme Braze et bien sûr pour des rapports Power BI, pour les segmentations RFM, etc. Du coup, j'ai commencé à rentrer dans le détail des bénéfices. C'est l'unification, bien sûr, de la donnée client, la segmentation, la réalisation d'indicateurs communs et l'omnicanal beaucoup. La question, c'est pourquoi? Pour quels résultats? Et en fait, les usages ont été vraiment pensés autour de la segmentation et de l'omnicanalité plus le marketing automation. Et bien sûr, tout ça, en réalité, c'est pour augmenter la conversion, le meilleur taux de conversion, augmenter les paniers moyens, augmenter la LCV avec des actions qui sont plus segmentées et avec des programmes de loyalty qui sont plus efficients. Si je devais résumer du coup les bénéfices d'une telle approche, et on a commencé effectivement à l'aborder, c'est pour un acteur aussi important dans le monde des cosmétiques et du retail, ça a permis une telle approche justement de proposer une solution qui est adaptée aux équipes CRM marketing. On n'a pas changé leur outil.
on améliore les outils existants dans l'écosystème d'outils des équipes marketing et CRM. On pense usage avant de penser outils. On a focalisé les efforts autour du CRM, autour du marketing automation et autour de la segmentation, sans se perdre dans l'intégralité des usages permis par l'unification de la donnée client. Bien sûr, une meilleure maîtrise de l'active data et de la vision 360 du client. Et par ailleurs, c'est une approche qui effectivement est adaptée à toutes les marques, peu importe leur taille. Et du coup, ça permet effectivement à toutes les marques de bénéficier de ces nouveaux développements. Merci Alexandre, mais je trouve cette partie très intéressante parce que souvent quand on parle de CDP, on parle éditeur et même en fait imaginer construire sa CDP avec toutes les briques qui partent de la consolidation à la préparation pour l'activation et ensuite la couche d'activation tout en custom en fait en basant sur des briques qui sont déjà existantes et des infrastructures qui hostées chez le client peut paraître souvent inimaginable, notamment dans des structures enterprise multi-pays comme Estée Lauder. Peut-être une dernière question, je pense que c'est intéressant de se rendre compte du déroulement du projet. Est-ce que c'était livré en plusieurs phases? C'est-à-dire, est-ce qu'on livre un use case, ensuite un autre derrière? Donc, est-ce que c'était évolutif ou c'était un one-shot? En quelques mots, si... L'approche, elle a été dans un premier temps de réaliser ce qu'on appelle un MVP, un produit minimum viable, avec les premières fonctionnalités et un déploiement sur un pays. Et ça permet justement de commencer à développer les usages et à vérifier justement que les équipes sont prêtes à pouvoir utiliser les fonctionnalités permises par la CDP. L'objectif derrière, et le mode d'organisation qu'il y a derrière, c'est un mode d'organisation en release. Et l'objectif derrière est de déployer des nouvelles releases au fil de l'eau pour pouvoir, améliorer la qualité des données qui sont disponibles et deux, proposer des nouvelles fonctionnalités dans le temps en fonction, bien sûr, des demandes qui viennent des équipes business. Je pense que c'est hyper intéressant en fait, ce que tu dis parce que ce qu'on observe aussi dans les limitations des solutions qui arrivent avec toutes ces fonctionnalités, c'est que souvent on est obligé en fait, de passer par toute l'implémentation de tout un modèle de données qui doit être finalisé avant de même être capable de déployer le premier use case, ce qui peut être un frein de l'adoption en interne, surtout qu'il faudra attendre une année entière avant d'être capable de synchroniser le premier attribut ou la première audience dans un outil de marketing automation. On peut avoir ce risque-là des engagements des équipes en interne parce que on va être amené en fait à créer un peu du shadow IT pour faire les use cases dont on a besoin pour notre prochaine période de campagne. Hyper intéressant. Et en tout cas, merci Alexandre. Et je pense que c'est intéressant de voir là maintenant l'approche avec Galeries Lafayette où le contexte est assez similaire. Donc, il y a une vraie volonté d'exploiter la donnée pour les mêmes raisons, améliorer la LTV, améliorer l'acquisition des nouveaux clients, orienter les budgets d'acquisition vers des clients qui sont la cible de Galeries Lafayette. On va voir du coup une approche différente dans l'implémentation. Donc, juste pour revenir sur Galeries Lafayette en quelques mots, donc c'est un groupe familial de 130 ans de commerce. Tout le monde est passé devant les galeries à côté d'Opéra. C'est 60 millions de visiteurs par an, c'est des abonnés depuis les années 90 et un chiffre d'affaires assez conséquent avec plein de marques qui sont distribuées par les Galeries Lafayette. Au moment où on est arrivé pour travailler avec les galeries, la situation était une équipe data qui déjà travaille sur la centralisation de l'ensemble des touchpoints clients, notamment tout ce qui se passe en magasin, tout ce qui se passe en online, sur le site e-commerce. Et tout était centralisé et la partie de matching, de constitution de ces profils unifiés, elle était déjà faite sur GCP. Le problème, c'est que les équipes marketing n'avaient pas accès direct en fait, à ces données-là pour enrichir leur CRM, leur plateforme ads et étaient toujours obligés de passer par un process de
exprimer leur demande avant de créer la campagne, donc 2-3 mois à l'avance, loguer un ticket Jira et ensuite attendre l'équipe data pour qu'elle crée les segments ou les attributs et ensuite ils développent tout ce qu'il faut pour les synchroniser avec des plateformes externes. Ce qui retardait le lancement des différentes campagnes et donc ils voulaient améliorer ce besoin. Donc on est rentré par le côté e-commerce et on trouvait ça en fait intéressant de se dire il y a déjà un investissement et une partie de la CDB qui est déjà construite. Donc comment on peut l'exploiter en rajoutant une couche d'activation. Et c'est là en fait il y a la différence entre l'approche Cartelis Estée Lauder et l'approche d'Inmo, c'est que ce qui était internalisé, c'était la partie data warehousing, donc la création de ces profils. Et la partie sur laquelle il y avait une décision de buy, c'était la partie d'exploitation de ces données, donc d'activation. Donc, Dinmo arrive avec une interface no-code qui permet de créer des segments unifiés qu'on peut retrouver à la fois sur les plateformes ads, à la fois sur la plateforme de marketing automation, mais également de support pour atteindre une capacité de personnalisation pour envoyer les mêmes messages à tous les clients, tout en s'assurant que le message arrive à la bonne audience. Parce que quand on revient sur la plateforme d'Inmo et qu'on change une définition d'une audience, en fait, elle est répercutée sur l'ensemble des plateformes. Et les points forts, et j'essaierai un peu de comparer aussi par les différentes approches qu'on peut trouver sur le marché de cette approche, c'est qu'elle était adaptée au contexte de Galeries Lafayette. Donc, on n'a rien remplacé. On a mis en valeur tous les investissements qui étaient faits aussi par l'équipe data. Parce que souvent, le problème qu'on voit en fait avec les équipes data, c'est qu'il y a beaucoup de travaux pour arriver en fait à centraliser, à construire en fait un socle de données de qualité, mais on a du mal en fait à le rentabiliser, à montrer en fait la valeur que ça peut créer. Et avec une plateforme en fait d'activation qui permet de garder ces données-là et qui se connecte nativement à cet environnement data du GCP, ça permet juste de le mettre en valeur et de montrer qu'il y a un ROI derrière en fait tous ces investissements qui étaient faits par l'équipe data. La mise en place qui était rapide parce que du moment où en fait on a les données, la connexion de Dinmo avec l'environnement GCP, elle est native et elle se passe dans la journée. Donc dès qu'on a eu l'autorisation pour se connecter, on a signé les contrats, le déploiement il était vraiment facile et après il fallait juste former les équipes marketing sur l'utilisation du segment builder. Et ça leur permet aussi d'être dans une approche héroïste, c'est-à-dire ne pas remplacer quelque chose qui avait déjà construit, et notamment sur cette partie data management. Pardon, Alexandre, tu voulais dire quelque chose Ouais, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte Estée Lauder, la donnée, elle était déjà dans un environnement consolidé d'une certaine manière. C'est ça que tu dis? Exactement. En fait, l'approche, elle est similaire dans le sens où on a internalisé des fonctionnalités de data management. Donc, dans le cas d'Estée Lauder, c'était sur Databricks dans un environnement Azure. On est arrivé à le réaliser en interne sans forcément l'acheter dans des CDP, ce qui est également le cas de Galeries Lafayette. La seule partie en fait où il y a la différence, c'est que la partie d'activation, donc connexion avec le marketing automation et les plateformes ads qui étaient utilisées par l'équipe e-commerce, elle était achetée, c'est-à-dire on a pris un outil qui nous permet de l'avoir sans forcément internaliser cette capacité de développement de connecteurs, le système de requêtage en no-code pour donner de l'autonomie aux équipes marketing. Ok. Et du coup, vous avez des fonctions d'intelligence que vous avez mis à disposition? Ça, c'est arrivé dans un temps 2. On parlait dans un temps 2 si vous voulez, mais en gros, on a apporté, une fois qu'on a rendu la donnée disponible à toutes les équipes marketing, donc ils sont capables déjà de construire n'importe quelle logique, mais basée sur l'ensemble des données qui sont disponibles, c'est-à-dire quels produits ils ont achetés, ceux qui achètent pendant des périodes de solde, toutes ces informations, elles étaient disponibles. Et ce qu'a apporté Dinmo dans un temps 2, c'est une couche d'intelligence pour enrichir ce socle de données. Donc, on est parti des comportements transactionnels, des comportements online des clients des Galeries Lafayette pour identifier automatiquement les clients qui sont capables d'acheter dans 2 mois, 3 mois pour préparer les campagnes. Donc, on leur donne l'information sur la cible qui est le plus pertinente. Exactement, appétente pour acheter pendant une période de solde, disons le Black Friday ou encore Noël. Et ça permet en fait de rationaliser les budgets. Donc, on ne va pas dépenser de l'argent sur une population qu'on sait
qu'elle ne va pas du tout acheter, qu'elle est désengagée de la marque ou elle n'achète pas pendant les périodes de solde, ou des populations qui achèteront en fait de toute façon. Donc, ils ont une propension tellement forte pour acheter pendant les périodes de solde que ça ne sert à rien de les pousser vers ça en dépensant de l'argent sur les plateformes publicitaires. Et donc, grâce à ça, en fait, on améliore l'efficacité opérationnelle pour justement, en ayant un peu plus de précision sur les audiences qu'il faut cibler et réduire les dépenses publicitaires en s'assurant que on dépense uniquement de l'argent sur des cibles qu'on peut influencer pour qu'ils achètent pendant ces périodes. Donc, vraiment, cette recherche incrémentale. Et de l'autre côté aussi, améliorer l'expérience client en n'envoyant pas de messages en fait, publicitaires pour des populations qui, de toute façon, ce n'est pas là où ils vont acheter. Donc, il y a quand on regarde Galeries Lafayette et l'ensemble des produits qu'ils vendent, donc ça va de produits promotionnels pendant des périodes de solde, mais c'est également des produits de luxe. Donc, il y a des expériences d'achat assez différentes. Et l'avantage des algorithmes qu'apporte Dynamo, c'est de détecter ces différences de comportement d'achat automatiquement à partir des données. Et si on rentre dans le détail, en fait, sur un des cas d'usage, c'est la limitation des churn et l'augmentation de la LTV. Donc là, en détail par rapport à ce que je viens de dire, on a croisé deux axes. Donc la LTV future prédite et le risque de churn pour trouver en fait des populations qui sont intéressantes. Donc là, on en donne quelques-uns. Donc ceux qu'on peut intégrer dans des campagnes de retargeting parce qu'ils ont une forte propension à l'achat, il y a un risque modéré de churn. On peut aussi avoir l'exclusion des clients qui ont une faible propension à l'achat ou qui ne sont pas du tout à risque de churn. Donc, c'est des clients fidèles parce qu'on sait que de toute façon, ils vont revenir. Et tout ça, ça permet si on donne un chiffre, un résultat sur cette exploitation, c'est qu'on a comparé ces audiences à des audiences qui étaient créées par des règles métiers. Typiquement, si on se dit qui va acheter pendant le Black Friday, la tendance en fait côté métier, c'est de se dire je vais prendre les acheteurs sur la dernière année et qui ont acheté sur une des périodes de solde. Donc, on a essayé de comparer pour avoir une même audience et en fait, l'audience prédictive elle était 5 fois plus précise quand on a regardé les données réelles après la période de solde. Et les résultats, donc si on essaie de résumer, c'était assez progressif, donc comme pour Estée Lauder, on a déployé des premiers cas d'usage, ensuite on a fait des extensions des cas d'usage, à chaque quarter, en fait, on essaie d'apporter un nouveau cas d'usage qui permet de capter plus de valeur. Donc sur la partie acquisition, exploitation des audiences, le collègue, elle permet d'améliorer le coût par action et le nombre de conversions aussi qu'on est capable de reporter. Et voilà, enfin, on a aussi la capacité d'envoyer des clients vers le magasin. Historiquement, Galeries Lafayette, c'est quand même en fait historiquement la partie magasin. Il y avait du mal, mais le budget d'acquisition, il était piloté par l'équipe e-commerce. Et donc, on reportait uniquement sur les conversions qui se passent en fait en online. On n'avait pas de visibilité sur l'impact des campagnes publicitaires qui vont être online sur le drive to store. Et avec Dynamo, Galeries Lafayette est devenu capable en fait, de mesurer cet effet en ayant une conversion qui mesure les achats en magasin. Et au final, donc, une revalorisation aussi des budgets qui sont dépensés sur ces différentes plateformes de matching. Donc là, voilà, c'est un résumé aussi pour dire que la CDP, historiquement, en fait, on l'associe beaucoup au CRM, ça c'est certes, mais aujourd'hui, avec l'explosion des canaux digitaux et les réseaux sociaux, c'est aussi important d'exploiter cette donnée first party sur les plateformes publicitaires pour réduire, avoir un impact réel aussi sur les coûts d'acquisition en début de funnel. Et voilà, donc là, on a encore 6 minutes pour prendre des questions. On a essayé de vous apporter en tout cas une vision un tout petit peu différente de ce qu'on voit en fait historiquement dans le marché, où c'est très drivé aussi par les éditeurs de logiciels. On va vous présenter l'identity resolution ou d'autres fonctionnalités. On essaie vraiment de dire qu'un projet CDP, il peut être internalisé soit totalement, soit partiellement, notamment sur la partie data management avec aussi l'adoption de ces data warehouse cloud. Et je pense que ces deux exemples aussi donnent aussi une matière pour repenser comment aborder son projet CDP en partant des usages et plus de la partie plutôt implémentation et technique. Merci Oussama. Alors, on a des questions, donc merci à toi Alexandre, et on essaie de répondre pendant les 6 minutes qui nous restent.
Alors, on a un Moez qui nous demande, n'y a-t-il pas un chevauchement avec les mêmes fonctionnalités disponibles dans certains CRM? Tu prends ou je prends, Alexandre? Vas-y. Vas-y. Bon, la réponse est oui. Et en fait, ce qu'on observe, c'est aussi parfois une consolidation du marché. Typiquement, les outils de marketing automation vont ajouter des fonctionnalités de déduplication de données. Le CRM, on sait que typiquement, enfin, il y a des acteurs qui achètent des solutions CDP et en fait font leur brick data en plus et ajoutent des fonctionnalités CDP. Donc oui, il y a bien sûr un chevauchement des fonctionnalités entre CRM et CDP. Peut-être un point qui peut changer, par exemple, si on prend le cas de Dinmo souvent a la capacité de se connecter à un data warehouse en direct. Et c'est, on va dire, le gros différenciant à l'heure actuelle sur le marché des CDP versus CRM. Parfait, merci. Enfin, juste pour ajouter un commentaire, c'est que ça dépend de la solution CDP. Aujourd'hui, comme on a en fait énormément d'acteurs, il y en a en fait qui s'étendent sur toutes les fonctionnalités. Dans le cas d'Inmo, on est vraiment attaché au fait de ne rien remplacer. C'est-à-dire qu'on est vraiment entre la data et des plateformes qui nous permettent en fait de communiquer avec les clients et inclure le CRM. Donc, on n'inclut pas le CRM. On va alimenter le CRM avec la donnée qui lui manque, que ce soit des données intelligentes ou des segmentations un peu plus complexes qu'on ne peut pas recréer sur le CRM. Xavier qui nous demande en fait une petite démo. Bon, il nous reste 4 minutes, donc je peux me permettre de montrer rapidement en fait la plateforme, si ça vous va. Donc, allez, est-ce que tout le monde voit mon écran? Vous voyez mon écran? Ouais. Ah, pardon, j'étais en train de supprimer. Sur la plateforme. Donc là, on est sur la plateforme d'Inmo. Donc là, je suis sur un compte de démo. Donc là, la première chose qu'on va faire avec nos clients, c'est vraiment connecter leurs sources de données, donc leur data warehouse. Donc comme vous le voyez, on a un ensemble de data warehouse disponible. Une fois qu'on nous donne accès en lecture à la source de données, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un modèle de données client, donc ce qu'on appelle la Customer 360. Donc comme vous le voyez ici, c'est un acteur d'e-commerce qui a des clients qui font des commandes, des transactions qui sont liées à des produits, des événements d'engagement qu'on peut venir en fait enrichir avec de la résolution d'identité directement dans le data warehouse et également enrichir avec des prédictions. Donc des prédictions pour avoir la lifetime value, le churn, identifier le canal affinitaire ou encore recommander des produits selon l'historique transactionnel fait par le client. Une fois que cette donnée elle est là, donc elle est disponible pour les équipes marketing, donc le travail de l'équipe data il s'arrête vraiment là. Donc connecter la donnée, connecter le modèle de données client et ensuite l'enrichir avec les prédictions. Et l'équipe marketing, en fait, elle vient sur la plateforme créer les segments, la logique en fait qui l'intéresse avec on appelle ça un segment builder, disons Un outil de segmentation. Un outil de segmentation visuelle sans code. Donc là, j'ai pris en fait un exemple ici. Donc, je vais essayer de chercher ceux qui peuvent être intéressés par un produit de cross-sell, des produits que je peux, d'une nouvelle catégorie, donc ce qu'on appelle les programmes de cross-sell. Donc, ce que j'ai sur les produits de haut. Donc, je vais exclure ceux qui ont acheté dans cette même catégorie. Ensuite, je vais aller chercher l'information dans l'information prédictive qu'a donné Dinmo, pardon. Donc l'affinité produit pour dire je veux tous ceux qui ont qu'on leur a recommandé un produit dans la catégorie haut et qui ont un score d'affinité supérieur à 0,7. Et ça nous permet d'avoir une audience ici de 21% de la base client que je peux directement en fait activer sur l'ensemble. Quand je dis activer, c'est-à-dire la synchroniser avec l'ensemble des plateformes que j'ai connectées à Dinmo. Et Dinmo dispose en fait de connecteurs sur étagère pour plus d'une soixantaine en fait de plateformes, que ce soit des LADs ou marketing automation ou encore des outils de support ou des outils de push notif, tout outil qui permet en fait de communiquer avec les clients et qui doit être nourri par de la donnée first party. Donc l'avantage d'utiliser une solution comme Dinmo, c'est qu'on garde la donnée dans le data warehouse, comme on l'a vu tout à l'heure. Il n'y a aucune copie. Donc
on va toujours lire l'état de la donnée dans le Data Warehouse et surtout unifier toutes les définitions qui sont importantes pour les équipes marketing dans une même plateforme. Ou si jamais j'ai besoin de changer ma définition de l'audience susceptible d'être intéressée par les produits eau, pour passer de 0,7 en score à 0,6, je peux changer cette définition et automatiquement, cette définition, ce changement, il va être répercuté sur l'ensemble des plateformes avec lesquelles ce segment est synchronisé. Voilà, donc j'ai essayé de prendre 3 minutes pour présenter la plateforme. Donc là, je vais arrêter le screen, le partage d'écran. Et on est déjà à 45, donc on peut peut-être prendre une dernière question s'il y a. Sinon, on essaie de vous envoyer aussi le support et nos coordonnées avec Alexandre. Donc, je reprends ça pour nous contacter. Donc, on est disponible sur LinkedIn, bien sûr. Là, vous pouvez nous retrouver facilement via l'event ou encore nous contacter sur nos adresses mail. La mienne, c'est osama@dilmo.com. La tienne, Alexandre? Je la partagerai. Parfait, dans le mail. En tout cas, merci beaucoup à toutes et tous. On est preneur de feedback. N'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir échanger. Et on va réitérer justement le format. Dites-nous si ça vous a plu, si vous voyez également des choses à améliorer. Et encore une fois, merci de votre attention et à très vite. Merci Alexandre.